Donc voilà, donc moi je suis économiste de formation et je travaille sur une idée fixe que j'ai depuis maintenant 2-3 ans. C'est de dire que finalement, pour moi les finances c'est pas difficile à comprendre. Et que souvent on dit bah oui les finances c'est pas pour nous, c'est un truc au-dessus, on comprend rien, on essaye mais on comprend pas. Ben, moi je pense que les finances c'est pas difficile à comprendre, mais il faut être très précis dans ce qu'on dit et passer au-dessus des inversions, passer au-dessus des confusions, parce que c'est vrai que souvent quand on parle de finances, ben, on mélange beaucoup de choses et entre autres, et c'est peut-être pour ça que je suis là, c'est parce que je voulais justement expliquer la différence entre deux notions qu'on explique, qu'on connaît tous, évidemment, c'est la monnaie et l'argent. Donc la monnaie et l'argent, c'est vraiment quelque chose qui... on en parle tous les jours, et en même temps, quelque part, on ne sait pas toujours quelle est la différence entre les deux. Alors, ce que je vais faire, c'est une présentation peut-être en 3 parties, je dis bien peut-être parce qu'on verra en fonction du temps. La première partie, c'est vraiment pour définir ce qu'est l'argent et ce qu'est la monnaie. La deuxième partie, c'est d'expliquer que lorsqu'il n'y a qu'une seule monnaie en circulation, il y a forcément un clivage qui se fait entre ceux qui peuvent accumuler l'argent et ceux qui ne peuvent pas. Et la troisième partie, ça va être un tour du monde, on va dire, des monnaies locales. Alors, à la fin de la deuxième partie, il y aura aussi le visionnage du film. Je pense que vous avez entendu parler de ce film. Un film donc, qui a été fait il y a maintenant 2 mois, ici, donc, dans les environs, à Moucron, quoi. Et donc ça, ce sera plutôt, d'après moi, ce sera plus ou moins dans 30 ou 40 minutes. Donc voilà, donc si je peux avoir votre attention pendant 40 minutes avant le film, c'est très bien. Alors, la monnaie, donc on va commencer par la première partie. Donc, comment définir la monnaie, comment définir l'argent? La monnaie, en fait, quand on parle de la monnaie, souvent, il y a une définition, on va dire, académique qu'on a, c'est-à-dire la monnaie, ça sert à épargner, ça sert à échanger, et ça sert aussi d'étalon de mesure. Donc, c'est-à-dire dans le sens de savoir quel est le prix des choses, quoi. Alors, c'est assez étonnant qu'on définisse une monnaie par rapport à leur rôle, à ses rôles, quoi. Elle devrait normalement être définie directement par rapport à ce qu'elle est. Qu'est-ce que la monnaie? Alors j'ai regardé je me suis beaucoup documenté, et puis je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment une définition de la monnaie? Et j'en ai trouvé une qui date de 1815, donc c'est-à-dire il y a 200 ans, et elle vient de Jean-Baptiste C. Alors moi je dis Jean-Baptiste C, donc il doit savoir, c'est un peu normal. Donc C, c'est S-A-Y, quoi. Et que dit Jean-Baptiste C? Il dit que la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Je pense que là, effectivement, on arrive sur l'idée intermédiaire des échanges. Quelqu'un qui monte au... Et donc ça veut dire donc, intermédiaire des échanges de valeur, tout simplement. Donc, ça, il faut savoir que, j'ai oublié de dire ça, c'est que en fait, la monnaie, elle vient de quelque part. Elle n'est pas venue avec la civilisation, donc elle est arrivée à un certain moment. Avant, il y a très longtemps, il y a plus ou moins, on va dire 10 000 ans, avant, il n'y avait pas d'échange. Ah oui, l'échange, voilà, c'est ça. Voilà, l'échange. Un mot très important, oui, qui a été mis, voilà, etc. L'échange, joli, joli. Alors, l'échange n'est pas arrivé avec la civilisation. La première chose qui est arrivée avec la civilisation, c'est... avant la civilisation, pardon, il y avait ce qu'on appelle le partage. Donc il n'y avait pas d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, tout appartenait à la nature et que du coup, tout était bien commun et il n'y avait pas d'échange possible parce qu'il n'y avait pas de possession. L'échange est arrivé justement lorsqu'on a commencé à considérer qu'on pouvait être possesseur d'une partie de la nature. Par exemple, je plante un pommier, je l'ai planté, donc les pommes, c'est à moi. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a créé, en fait, pas créé, mais enfin, qu'est arrivée la notion d'échange. Donc avec la possession et avec aussi une autre notion qui est la rareté. À partir de ça, eh bien, on a dit, maintenant, il faut partager, d'accord, mais si c'est à moi, c'est pas à toi. Si je veux quelque chose qui est à toi, je dois le prendre, mais l'échanger contre quelque chose. Donc l'échange est né justement de cette idée de possession. Alors, il y a 3 formes d'échange qui sont connues. L'échange le plus commun, c'est le troc. Le troc, vous connaissez, le troc, c'est on échange un bien contre un autre bien. C'est facile. Le problème, c'est que c'est très contraignant dans le sens où il faut, ça se fait avec un partenaire, ça se fait à un temps donné et ça se fait par rapport à une marchandise aussi. Donc, évidemment, c'est beaucoup de contraintes. Pour éviter ces contraintes, on a trouvé d'autres méthodes et l'autre méthode, c'est la méthode crédit. Le crédit. Et le crédit, c'est basé sur quoi?
Le crédit est basé... Qu'est-ce que veut dire crédit d'ailleurs au départ? Ça veut dire la confiance. Vous m'entendez là, c'est bien. Donc c'est-à-dire la confiance. Et donc c'est très important. C'est-à-dire je fais confiance, c'est-à-dire que j'échange avec quelqu'un d'autre, même si tu n'as pas la marchandise maintenant, tu me la donnes plus tard et je te fais confiance, je te fais confiance, je te donne un crédit, quoi. Le problème évidemment de la confiance, c'est qu'elle se donne de personne à personne. Et si la confiance, si on ne respecte pas cette confiance, ça peut poser problème. Et quand il y a comme ça des échanges de personne à personne, donc de crédit mutuel, à un moment donné, il faut faire une espèce de balance. C'est ce qu'on appelle un règlement de compte. Alors évidemment, règlement de compte, ça ne se passe pas toujours très bien. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens peut-être qui n'ont pas tenu leur parole, etc. Et donc du coup, ça crée des conflits. Voilà. Et donc, on est arrivé à une troisième forme d'échange, c'est la monnaie. On y est. Donc la monnaie, c'est-à-dire un bien intermédiaire pour pouvoir échanger deux valeurs. Ça peut être des plumes, des coquillages, des cailloux, etc. Enfin, il y a beaucoup de possibilités de types de monnaie. Il suffit simplement de convenir d'un objet qui peut servir d'intermédiaire. Alors, ce qui est important dans la monnaie, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir confiance dans les autres, on va dire, en tout cas au niveau de l'échange, parce que quelque part, quand on échange un produit, on paye directement dans une monnaie, et donc, voilà, là, il n'y a plus de contraintes par rapport à la marchandise, on peut acheter ce qu'on veut, on peut... avec qui on veut et quand on veut. Donc on est vraiment donc, dans un système très large au niveau de l'échange. Mais ce qui est important, c'est que justement, donc, la confiance, on doit finalement ne plus avoir confiance entre les personnes, mais plutôt confiance dans le système. Si on a confiance dans le système, ok, c'est bon. Et ce qui va se passer, c'est que la monnaie va permettre de supprimer finalement des problèmes de violence qu'il y avait lorsque on échangeait. Donc la monnaie va pacifier. Elle va faire en sorte que les échanges se passent bien. Et il faut savoir que d'ailleurs le mot payer, tout le monde connaît le mot payer, ça vient du mot paix, tout simplement. Et vous avez en latin, vous avez le mot pacare. Pacare, ça veut dire être en paix. Et en italien, on dit pagare pour payer. Donc ça veut dire que le paiement, payer, ça veut dire être en paix. On a un échange à faire. Moi je te donne quelque chose, qu'est-ce que tu as en retour? Ah, tu as de la monnaie, ok, ça va, tu me payes, ok, je suis en paix avec toi. Donc en fait la monnaie a permis finalement de pacifier les choses, et c'est pour ça que la paix, le pays, le Pacifique, etc., le paiement, tout ça vient de l'origine, vient de la même signification, c'est-à-dire la paix. Donc la monnaie, c'est un objet, c'est un intermédiaire, un objet qui apporte la paix. Est-ce que ça c'est clair? Voilà, bon, voilà. C'est la première chose. Alors vous allez dire, mais attendez, l'argent, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est différent, c'est une autre histoire, évidemment. Parce que justement, quelle est la différence entre la monnaie et l'argent? La monnaie, maintenant, on sait ce que c'est. L'argent, c'est quoi? Alors là, je suis obligé de vous raconter une histoire. Parce que c'est comme ça que j'ai... Enfin, c'est le moyen que j'ai d'expliquer ce que c'est l'argent, parce que là, évidemment, l'argent, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Alors cette histoire... ça se passe il y a 10 000 ans environ, donc il faut se remettre dans l'idée qu'on est en 10 000 ans, donc on est en moins 7900 et quelques, et cette histoire s'appelle, j'essaye, donc c'est les 9 poules et la petite cochonne. Donc 9 belles poules et la petite cochonne. Voilà. Alors cette histoire donc, se passe au moins 10 000 ans. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a trois personnages, on va dire, il y a Jacques, il y a Jeff et il y a Ludo. Il s'appelle Jacques. Jacques a une belle petite cochonne, mais il voudrait avoir 9 poules. Et Jeff, lui, le problème, c'est qu'il voudrait avoir une petite cochonne, mais il ne sait pas comment faire. Et Jacques rencontre Jeff, et qu'est-ce qui se passe? Ils se parlent entre eux, et Jeff me dit, mais écoute, si tu veux, pour la petite cochonne, il n'y a pas de problème, moi je veux bien la prendre, mais je ne peux pas te donner 9 poules maintenant, parce que j'aurai 9 poules, mais dans quelques mois. Enfin, quelques mois, évidemment, les mois n'existaient pas en moins 10 000 ans, mais bon, c'est comme ça. Bon, alors, ça, c'est pas évident, se remettre en moins 10 000 ans. Voilà. Donc, je dis, voilà, moi, j'aurai des poules, certainement, quand le soleil va se coucher entre les deux collines. Parce que c'est comme ça qu'on voyait le temps. Ah, ok, c'est bon. Ce sera pendant la saison chaude, parce qu'il n'y a pas de saison non plus, enfin, pendant la période plus chaude, voilà, c'est ça. Et, ok, c'est bon. Mais, évidemment... Jacques dit, mais écoute, mais est-ce que tu vas vraiment me donner 9 poules? Parce que moi, j'hésite là, parce que je te connais pas bien, de réputation, etc.
Et Jeff, il dit, ben moi, je ne peux pas te donner 9 poules, moi j'ai des petits poussins pour le moment, il faudra attendre. Il me dit, moi je ne suis pas d'accord. Ah mais alors, j'ai une idée. Je vais te donner un lingot d'argent. Ceci est un lingot d'argent. Et donc, Jacques reçoit ce lingot d'argent de Jeff, et Jeff, lui, prend la petite cochonne, voilà, c'est ça, et s'en va donc chez lui. 3 mois plus tard, enfin pas 3 mois, mais je vais dire quelques temps plus tard, donc quand le soleil va se coucher donc, entre les deux collines, Jacques attend Jeff, et puis Jeff arrive au loin, il le voit arriver, hein, voilà. Bien à pied évidemment, hein, voilà. Et donc Jeff il arrive avec ses poules, et Jacques regarde, et il voit, il dit mais attendez, il n'y a pas 9 poules là, il y a 8 poules. Et puis les poules, elles sont toutes petites, quoi. C'est pas possible, quoi. Je peux pas accepter un truc comme ça. Moi, j'avais demandé 9 belles poules, tu me donnes des poules qui sont pas terribles. Ah ouais, j'ai pas pu, etc. Et là, mais non, écoute, moi, il n'y a pas question. Je ne veux pas prendre ces 9 poules. Je repars et c'est tout. Toi, tu repars avec tes 8 poules. Et moi, je garde ton lingot d'argent, quoi. Tant pis, quoi. Ok, donc Jacques rentre chez lui. Et alors là, sa femme vraiment était dire mais c'est pas possible, moi je vais me faire 9 poules parce que j'ai envie d'avoir des poules justement pour la saison chaude, etc. Pour faire... Bon alors Jacques il dit les femmes embêtantes existaient déjà au moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Là c'est voilà. Mais et donc écoute, Jacques il dit je sais pas quoi faire. Alors sa femme, mais va voir Ludo, il habite pas loin, il habite de l'autre côté de la colline, et je suis certain qu'il y a des poules. Ah oui, ok, d'accord, bon, ok, ça va, j'y vais. Et il va voir Ludo, bonjour Ludo, il dit voilà, j'aimerais bien avoir 9 poules, mais est-ce que tu en as, etc. Il dit écoute, j'en ai plein, j'ai un poulailler, choisis les poules si tu veux, il y en a plein. Ah bon écoute, je vais prendre 9 poules alors. Mais alors Ludo dit mais qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Ah mais il dit j'ai un lingot d'argent. Un lingot d'argent. Est-ce que ça te va ce lingot d'argent par rapport à. Si je t'échange ça, si je t'échange ça contre 9 poules? Ah oui, Ludo, lui, il est tout content, parce qu'il dit, avec un lingot d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des outils. Je peux faire aussi des armes. Ah, c'est bien de faire des armes, surtout pour se défendre de Jeff, qui n'est pas content parce qu'il n'a pas vendu ses poules. Là. Et donc, du coup, oui, moi, je suis d'accord, je prends effectivement ce lingot d'argent. Et donc, l'échange se fait. Jacques va payer Ludo en argent. C'est le premier homme qui va payer en argent pour avoir donc un objet. Donc là, on est dans une relation, donc dans un échange entre une valeur métallique, une valeur intrinsèque parce que ça sert à quelque chose, parce qu'un lingot d'argent, on peut faire des armes et on peut faire des outils. Et donc on échange ça contre 9 poules. Et voilà, le truc s'arrête là. L'histoire est terminée, on va revenir un peu plus tôt. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, Jacques a échangé donc, son lingot contre 9 poules, mais son lingot c'est quoi? C'est une reconnaissance de dette ou une garantie qui avait été faite par quelqu'un d'autre. Donc par Jeff qui avait dit, voilà, je te garantis le fait que je vais te donner 9 poules 3-4 mois plus tard, et en fait, finalement, cette reconnaissance de dette, donc finalement, n'a pas eu lieu. Et bien, on a utilisé cette reconnaissance de dette, cette promesse de remboursement, cette garantie, excusez-moi, pour faire l'échange. Pour l'anecdote, et je pense que ça va intéresser Myriam, vous savez par exemple que on parlait justement de la valeur de l'argent, le fait justement de pouvoir faire une arme, c'est vraiment important. C'est-à-dire ça avait une importance parce que ça différenciait les riches des pauvres. Arme en néerlandais, ça veut dire quoi? Pardon? Non. Ça veut dire arme. Non, arme en néerlandais. Pauvre, mais quoi encore? Un bras. Un bras. Et bien justement, les pauvres, c'était des gens qui n'avaient que leurs bras pour se défendre. C'est de là que vient cette notion, parce qu'évidemment, comme il n'y avait pas d'argent à ce moment-là, c'était pas évidemment le pauvre, c'était pas celui qui n'avait pas beaucoup d'argent, et le riche, c'était pas celui qui avait beaucoup d'argent. C'était basé sur le fait que du temps justement où il y avait des pillages et compagnie, parce qu'évidemment, c'était pas une période assez violente, on va dire. Et bien, quand il y avait des pillages, on devait se défendre avec une arme, et si on n'avait pas d'arme, on n'avait que ses bras pour se défendre, et c'est comme ça que les gens donc, qui n'avaient pas ce type de métal, étaient pauvres, tout simplement. Donc est-ce que l'idée
de reconnaissance de dette est importante. Vous comprenez l'idée de dire, voilà, j'échange un bien contre une valeur intrinsèque métallique. Ça, c'est l'argent. Et donc le lingot d'or est devenu évidemment... Le lingot d'argent, on en a parlé... après, c'est devenu l'argent, on va dire. Évidemment, on n'échange plus maintenant des lingots d'argent, donc c'est devenu des pièces d'argent, puis après c'est devenu des billets qui correspondaient justement à une valeur métallique. Une valeur métallique qui est soit de l'argent, ou soit évidemment de l'or. Voilà. Mais il faut savoir que l'or est arrivé plus tard, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mines d'or en Europe, et l'or est arrivé surtout lorsque on a fait des conquêtes du côté d'Amérique du Sud et d'Afrique. Donc voilà. Donc, où j'en suis dans mon texte maintenant excusez-moi. Donc la petite cochonne, c'est fait. Voilà, donc j'en suis là, effectivement. Donc, bon, alors maintenant, la monnaie et l'argent. Là, déjà, vous avez une idée de la différence qui peut exister. J'ai fait un petit sondage parmi vous. Donc j'ai interrogé des personnes pour savoir qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que la monnaie. Alors, je vais donner des notes par rapport aux réponses que j'ai reçues. Alors, il y a une personne qui m'a dit, la monnaie, c'était avant, maintenant, c'est l'argent. Ça vaut 2 sur 10. Pas terrible. L'autre personne m'a dit, la monnaie, c'est par rapport à un territoire, l'argent, c'est plus général. Ça vaut 4 sur 10. C'est pas la moyenne. C'est pas la... Troisième personne m'a dit, la monnaie, c'est pour échanger. L'argent, c'est pour investir. Ah, là, ça vaut 7 sur 10. Et une personne m'a dit ici la semaine dernière, la monnaie n'a pas de valeur, l'argent a de la valeur. Ça vaut 9,5, parce que la perfection n'existe pas, mais c'est une très bonne définition, en tout cas une très bonne interprétation de la différence entre l'argent et la monnaie. Alors, quel est le lien entre l'argent et la monnaie? En une phrase, c'est possible. Eh bien, l'argent est un type de monnaie. Donc, c'est-à-dire que la monnaie est un concept qui est beaucoup plus large que l'argent. Donc l'argent est un type de monnaie. Dans le Petit Robert, je suis désolé, on dit que l'argent c'est tout type de monnaie. Mais non, pas du tout. En plus, on confond la monnaie avec le support de la monnaie. On dit monnaie électronique, monnaie métallique, c'est pas ça. Pour moi, mais c'est une intuition évidemment. Je parle que d'intuition. Je ne peux pas dire que je ne dis pas des hypothèses, je ne fais pas des hypothèses, je ne dis pas la vérité. Parce que si je faisais des hypothèses, je pourrais dire des conneries. Et si je disais la vérité, je pourrais dire des mensonges. Alors je préfère justement faire que de l'intuition. Mais pour moi, donc cette intuition, effectivement, c'est que l'argent est un type de monnaie. Il y a d'autres types de monnaie, tout simplement, qui sont basés sur d'autres choses. Et c'est quel type de monnaie l'argent? C'est une monnaie dette. Donc l'argent est basé sur une dette. Et quand je parlais justement de ce lingot d'argent là que Jeff avait mis comme garantie, eh bien Jacques finalement a payé les 9 poules avec une promesse de remboursement de Jeff. Parce que Jeff a dit, voilà, moi je te donne le lingot d'argent, mais je vais revenir avec 9 poules et je vais récupérer évidemment mon lingot d'argent. Donc en fait, ce lingot d'argent était une promesse que Jacques allait te rembourser. Et en fait, il n'a pas été remboursé parce que l'échange ne s'est pas fait. Donc voilà, on va revenir là-dessus parce qu'on va en parler justement dans le film, donc sur le fait de parler du fait que l'argent est une monnaie dette, donc en fait une espèce de reconnaissance de dette qui va servir de bon d'achat finalement. Alors pourquoi on confond? Je regarde. Pourquoi on confond la notion de monnaie et d'argent? Pourquoi? Parce que toutes les monnaies nationales dans le monde sont des monnaies dettes. Alors du coup, évidemment, monnaie, argent, ça revient au même. C'est un peu comme, par exemple, la notion de un stylo jetable avec la marque Bic. C'est aussi frigidaire par rapport à un frigo. Comme tous les frigos, comme tous les stylos jetables sont des Bic ou des frigidaires, on met les deux ensemble. Or, en fait, on voit bien que la monnaie, c'est une chose et l'argent, c'est une autre chose.
et que on pourrait se poser la question de savoir mais pourquoi toutes les monnaies que nous utilisons depuis pas mal de temps maintenant sont toutes des monnaies dettes. Et d'ailleurs, quand on regarde un billet de banque, eh bien, il y a deux faces. Il y a toujours une face qui est signée. Voilà. C'est Draghi, donc c'est le président de la Banque Centrale Européenne. Et puis il y a l'autre face où vous voyez la valeur. Eh bien, c'est ça. C'est une reconnaissance des dettes qui sert de bon d'achat. Et donc, ce concept-là, ben, on va le développer et on va l'illustrer surtout dans le petit film que vous allez voir maintenant dans moins d'un quart d'heure. Voilà. Donc, pour moi, la monnaie, c'est une grande invention de l'homme, mais l'argent, c'est pas terrible. Parce que derrière ça, c'est ça que je voulais dire, mais là, je ne voudrais pas trop aller dans le détail, parce que sinon, je ne sais pas si je vais vous le dire ou pas, parce que bon... Ah, bref. Bon, alors je vais jusqu'au bout alors, de ma pensée, après tout, voilà, on s'en fout. Voilà un petit travail que j'ai fait sur l'argent et la monnaie. Donc la différence entre l'argent et la monnaie, c'est que donc justement la monnaie n'a pas de valeur, l'argent a une valeur. Voilà. Donc ça tourne, mais... Alors, ça c'est encore à l'écran. Ah, même pas du tout. Alors évidemment, s'il n'est pas allumé, ça c'est tout seul. Alors voilà, donc un petit schéma. Voilà, c'est tout. Donc là, évidemment, c'est un peu... on peut aller loin dans la discussion. Donc, monnaie n'a pas de valeur, l'argent a une valeur, la monnaie sert à échanger, l'argent sert à accumuler, la monnaie, elle sert, l'argent, quelque part, elle a servi, et ça peut conduire, la monnaie sur la paix, ça on l'a expliqué, et l'argent sur la guerre. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous pouvez accumuler une valeur, vous pouvez devenir très très riche, et éventuellement donc créer carrément une armée que vous allez payer en argent. Et donc, ces notions de monnaie et d'argent, non seulement il faut les comment dire ça, il faut pas les confondre, mais en même temps, c'est carrément, on le voit ici, c'est contradictoire. Et donc, quand on sait qu'on n'a qu'une seule monnaie, que cette monnaie dette qu'on appelle argent, c'est clair que, aller au niveau de l'origine, au niveau des causes, s'il y a autant de violence peut-être dans le monde, ce serait peut-être simplement parce qu'on utilise une monnaie dette, qui est une promesse de remboursement, on utilise l'argent, et l'argent peut s'accumuler, donc on peut avoir des riches et des pauvres. Voilà donc la première partie. Est-ce que c'est clair ? Bon. Non ? Ça va ? Bon. Je passe à la deuxième partie. Je vous ai un peu assommé. Hein. Alors la deuxième partie, on y va maintenant parce que c'est vrai. Bon, donc voilà. Alors la deuxième partie, c'est justement pour dire, mais là c'est intéressant. Non seulement donc on a un seul type de monnaie, mais en plus, souvent, dans toutes les nations, on n'a qu'une seule monnaie, qu'un seul argent. Alors quel est l'argent qu'on a ici en Europe, dans la zone euro ? Ah ben, vous écoutez. Ça, c'est quand même pas compliqué. Hein, là, voilà. Nous avons qu'une seule monnaie, donc en Belgique et même dans la zone euro, qu'on appelle l'euro. Voilà, vous avez l'euro qui est ici. Hein, je continue dans le chocolat. Hein, c'est le Toblerone, hein, vous avez reconnu. Hein. Après, voilà. Et donc, toujours en chocolat. Il y a quand même encore les autres sterling, mais pas en Europe. Hein. Enfin, pas dans la zone euro. Sur la zone euro. La zone euro. Hein. Voilà, la zone euro. La zone monétaire. La zone euro. C'est la zone euro, on appelle ça comme ça, la zone euro. Qui est composée de 17 pays. Donc 17 pays partagent la même monnaie qui est l'euro. Donc, on a vu le résultat entre la Grèce et l'Allemagne, par exemple. Enfin bref. Donc on a une seule monnaie. Et à partir du moment où on a une seule monnaie, eh bien forcément, il y aura un clivage entre ceux qui savent accumuler la monnaie et ceux qui ne savent pas. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas accumuler, donc ils doivent dépenser pour des raisons justement parce qu'ils ne sont pas riches, et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus riches et qui peuvent épargner, donc accumuler. Eh bien oui, à un moment donné, oui, forcément, si vous n'avez qu'une seule monnaie qui sert en même temps à échanger et à accumuler, vous arrivez forcément à un clivage. Si en plus de ça, vous ajoutez la notion d'intérêt, l'intérêt, en fait, va faire en sorte que les gens qui savent accumuler, ils vont encore gagner plus d'argent parce qu'il y a un intérêt dessus. Par contre, ceux qui ne savent pas épargner, qui doivent même emprunter pour vivre, eh bien, eux vont devoir payer un intérêt supplémentaire. Donc, ça va encore accentuer cette différence. Donc, c'est pas
ça paraît pour moi logique à ce moment-là que lorsqu'il n'y a qu'une seule monnaie, ben, il y a des riches, voire des très riches, et des pauvres, voire des très pauvres. Voilà. Et ça, c'est lié simplement au fait qu'il n'y a qu'une seule monnaie qui sert en même temps à échanger et à épargner. Voilà. Je reviens sur la notion d'intérêt, parce que vous avez vu évidemment que ce n'était pas très positif. Il faut savoir que toutes les religions ont interdit l'intérêt. Toutes les religions. Et donc, on a encore des religions, mais qui ont dû quelque part faire des concessions par rapport aux financiers, mais aussi bien la religion, le judaïsme que le catholicisme, l'islam, etc., toutes ont refusé, toutes ont interdit, pardon, la notion d'intérêt. Alors, dans l'histoire, en fait, on se rend compte que les périodes où il y a beaucoup de prospérité, beaucoup d'échanges et beaucoup de partage, enfin, d'échanges, en fait, il y avait justement plusieurs monnaies. Il y avait une monnaie pour échanger, et il y avait une monnaie pour épargner. On parle de la période égyptienne, je ne reviens pas trop dessus, mais c'est vrai que là, on avait une monnaie toute simple d'échange qui était simplement des tessons de poterie qu'on s'échangeait comme ça. Et il y avait une monnaie métallique qui était en or ou en argent. On a aussi la période romaine. Alors la période romaine, là, on avait une monnaie qui servait au quotidien, et cette monnaie s'appelait l'as. AS. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a encore des réminiscences de ce nom-là dans les expressions. On dit par exemple plein aux as. Ben, plein aux as, ça veut dire c'est un type qui a plein de pognon, enfin, qui a plein de monnaie locale. Vous prenez un jeu de cartes, c'est assez étonnant un jeu de cartes. Quelle est la plus petite valeur du jeu de cartes? C'est le 1, c'est l'as. Et pourtant l'as, il bat tout le monde. Et il bat le roi. Ça devrait faire réfléchir. Voilà. Et par exemple, à l'époque justement, période romaine, donc là je parle de l'as, ça c'est vraiment la monnaie qui était échangée au quotidien, mais il y avait aussi évidemment des monnaies qui servaient à épargner, à accumuler, et c'était des monnaies en argent et en or. Il y avait d'ailleurs une parité entre l'argent et la monnaie. L'argent, ou plutôt l'or, valait 10 fois plus que l'argent. Voilà. Et César même a décidé que c'était pas 10 fois plus, c'était 12 fois plus. Alors quand on parle de dizaines, tout le monde parle de dizaines, eh bien ça vient au départ de la parité entre l'or et l'argent. Et quand ça a été changé, donc César a dit mais non, moi je trouve que l'or vaut encore plus que l'argent, et il est passé de 1 à 12. Là on est passé à un système de douzaine. Et ces deux systèmes se sont un peu chevauchés. Et maintenant, quand on parle de douzaine, quand on dit par exemple je vais chercher des œufs, on va chercher une douzaine d'œufs, ou une demi-douzaine d'œufs. Ça vient justement de cette parité avec l'or et l'argent. Alors évidemment, si vous allez à la crèmerie et vous parlez de ça à votre crémière en disant voilà je voudrais 6 œufs parce que c'est un rapport avec la parité l'or et l'argent, il y a un problème, quoi. Donc voilà la période romaine. Et puis il y a une autre période encore plus importante pour moi, c'est le milieu du Moyen-Âge, c'est-à-dire de 900 à 1200. On appelle cette période-là le temps des cathédrales. Vous connaissez le temps des cathédrales, hein, voilà. Et donc cette période est assez intéressante parce que là vraiment il y avait beaucoup de prospérité, et on le retrouve d'ailleurs dans le livre que j'ai montré après de Bernard Liétard sur le cœur de la monnaie. Là en fait on avait carrément des monnaies jetons. On avait des monnaies jetons. C'est-à-dire que c'est des monnaies qui n'avaient pas de valeur, mais qui servaient uniquement à l'échange. On appelait ça les méros. J'avais jamais entendu parler de ça il y a 2-3 mois, les méros. M-E-R-E-A-U-X. Les méros. Et les méros, donc, étaient des jetons, tout simplement, qui n'avaient pas de valeur en soi, mais qui servaient à échanger. Par exemple, un chanoine qui allait je sais pas, à l'office, il recevait des méros. On pouvait payer éventuellement un droit de passage sur un pont avec des méros. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, ce qui reste... alors, ce qui est important aussi à dire, c'est que cette monnaie, ces méros, ces jetons, avaient en plus... c'était une espèce de monnaie fondante. Elle perdait de sa valeur. Donc, chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, ou tous les 7 ans, en fait, il fallait 4 anciens méros pour avoir 3 nouveaux méros. Donc, forcément, on perdait 25% de sa valeur. Donc, on n'épargnait pas cette monnaie, parce qu'elle perdait de sa valeur. On épargnait, évidemment, on écumulait en or et en argent, et on utilisait l'or et l'argent pour les échanges beaucoup plus importants, par exemple acheter une maison, des terrains, ou pour payer des soldats avec une solde. Alors, ces méros, on n'en a pas beaucoup trouvé. On n'a pas beaucoup parlé de ça, parce qu'évidemment, ces méros, quelquefois, ils étaient faits en argile, donc ils n'avaient pas beaucoup de valeur. Je pense que j'ai ici une photo de méros. Il y a toutes sortes de types de méros. Voilà, ici, je pense que ça marche comme ça. Voilà toutes sortes de méros, donc aussi bien des monnaies. Ça ressemble, disons, à des pièces, mais c'est pas vraiment de l'argent, dans le sens où, par exemple, il n'y a pas de référence, par exemple, par rapport à un roi. Et puis, ça peut aller jusqu'à vraiment des petites choses comme ça, faites en argile, quoi. Et,
voilà. Et donc on n'a pas beaucoup retrouvé dans l'histoire parce que tout simplement ça n'avait pas de valeur. Donc c'est vrai que quand vous allez voir les numismates, ben, ils vous parlent uniquement que de monnaie or et de monnaie argent. Là vous voyez des pièces d'or, etc. On a quand même retrouvé dans la région ici il n'y a pas longtemps donc, un méro, donc c'est-à-dire un jeton qui sert donc simplement donc, pour un bien spécifique mais qui n'a pas de valeur en soi mais qui sert simplement d'échange et qui quelquefois même perd de sa valeur simplement après quelques mois. Et ce méro, on les a trouvés dans la région aussi de Maucron. Ben là, je l'ai ici, voilà, c'est ceci. Voilà, ça c'est un méro. Donc c'est un ticket qui perd. On ne sait pas très bien à quoi ça servait. Voilà. Mais voilà le genre donc, de méro, enfin de jeton simplement, qui a une valeur simplement d'échange pour un certain bien, on va dire, et qui perd de sa valeur. Donc évidemment, ce genre de choses. Enfin, moi je le fais, mais je le fais pas exprès. Mais j'en ai plein chez moi, mais c'est dommage. Mais voilà, ça, on ne garde pas ce genre de choses parce qu'évidemment, ça ne sert à rien parce que ça n'a pas de valeur. Alors, les méros, ben, évidemment, ça, on n'en parle plus. La monnaie jeton, on n'en parle plus non plus. Il reste quand même, actuellement, quand même des références par rapport aux monnaies jetons. C'est ce qu'on appelle les jetons de présence. Donc, dans les conseils d'administration, les administrateurs reçoivent comme rémunération de leur présence des jetons de présence. Eh bien, ça vient un peu de l'origine de ces méros, de ces jetons qui avaient cette fonction-là, quoi. Donc voilà, j'en ai terminé pour la deuxième partie. Donc c'est-à-dire que pour terminer, chaque nation, pour terminer le chapitre, chaque nation a une seule monnaie légale, qui est une monnaie dette. Et donc je pense que quelque part, quand on voit justement que avoir qu'une seule monnaie et d'avoir en plus une monnaie qu'on peut soit épargner ou échanger, ben ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Et il faudrait peut-être réfléchir à savoir que quand on parle par exemple d'égalité, de fraternité et de liberté, ben je ne pense pas que c'est une monnaie d'aide qui permet de la liberté, l'égalité ou la fraternité. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais illustrer un peu ce que j'ai dit par un petit film. Voilà. Donc je pense que vous attendez ce petit film avec impatience. Donc j'ai fait un petit film il y a maintenant... j'ai fait un scénario il y a un an, c'était au mois de décembre 2014, donc c'est vraiment il y a un an. Et j'ai fait un petit film sur un carton de bière. Alors je ne sais pas si... Ah là, voilà, sur un carton de bière. Ça c'est la vedette du film. Ici. Voilà. Et dans ce carton de bière, ben, en fait ce film raconte donc, l'histoire d'un carton de bière signé par le bourgmestre. Donc là c'est Jacques Pellel, je reviendrai plus tard sur Jacques Pellel, enfin bref, c'est un personnage, voilà. Parce que justement dans le film vous allez voir différents personnages. On va retrouver Jacques, Jeff et Ludo 10 000 ans plus tard. Jeff est devenu patron de café, Jacques est devenu un chanteur connu, enfin bref, et Ludo est devenu un brasseur, enfin bref, voilà. Voilà. Donc voilà le carton. Le bourgmestre doit 50 €, signé donc par le bourgmestre. Ce carton, on va le voir, va servir pour payer une tournée de 50 € et par la suite va servir à payer d'autres commerçants qui vont accepter ce carton comme étant une promesse de remboursement. Donc voilà, donc ils ont confiance dans le bourgmestre. Enfin, ils ont confiance, ils ont presque tous confiance. Il y en a une qui n'a pas confiance. Vous allez le voir. Voilà Jeff, bon, combien je dois? Je bourgmestre, oui, attendez. Hein. 50 €, s'il vous plaît, 50 bourgmestre. Ah, 50 €. Ah, j'ai plus de sous. Ah, tu n'as pas un carton? Donne-moi un carton. Oui, oui, Ouais. Je vais faire un truc, tu verras. s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, j'ai écrit, voilà, le bourgmestre doit 50 €. Voilà, c'est pour te rappeler que je te dois 50 € et je reviendrai la semaine prochaine te payer. Hein. Ça va, pas de Ah problème. bon, bah, tu me connais, d'accord. t'as confiance. Hein. D'accord, qui Ok. soit, qui soit. Allez Jeff, merci. Hein. Bonne À bientôt, soirée, au revoir. monsieur le bourgmestre. Ah, Voilà ce que tu m'as commandé. un bac de triple et un bac de saison de tournée, c'est bien ça. Bon, Voilà, en fait, salut, merci, hein, bonne soirée. Hein. pour ta commande, ça fait 50 €. s'il te plaît. 50 €. Écoute, j'ai un petit problème là, c'est que j'ai pas d'argent sur moi là pour le moment. Mais écoute, j'ai reçu un carton du bourgmestre
Il me doit 50 €. Je te les passe exactement le montant que je te dois. Ça t'arrange? 50 €, carton du bourgmestre. C'est le bourgmestre qui me l'a donné hier soir et donc voilà, c'est une reconnaissance de dette du bourgmestre. C'est fiable cette histoire ou oui? Il me l'a donné, je lui ai fait confiance. Ok, je vais l'accepter. Pas de problème Ludo, ça va aller, ça va aller. Passer, hein, si tu- Excuse-moi, hein, pas de problème. Ouais, pas de problème. Ok. Salut Ludo, à la Merci. prochaine. Ah bonjour. Bonjour madame, ça va très bien. Et toi? Bien, bien. Dis-moi. Ah oui, pour ta commande. Je viens chercher ma commande, exactement. Oui. Bien voilà. Regarde, je t'ai fait ça, ça te convient? C'est parfait, c'est justement ce que je voulais. Quoi. Voilà, s'il te plaît. Orangé, les couleurs de l'été, c'est magnifique. Voilà, très J'adore bien. quoi. Donc j'ai fait 50, hein, 50 €. 50 Donc €. avec ton bon, alors ça tombe très Bah, bien. écoute, c'est parfait, donc voilà. Comme promis, Merci, le carton, c'est parfait. les 50 € sont inscrits dessus. Très bien. Signature du bourgmestre. Et je m'arrange avec monsieur le bourgmestre. Bel échange. Voilà. Magnifique. Merci. Ah, Hélène, c'est incroyable ce que ça te change. Alors, tu es Oh, ravie? moi, je suis vraiment contente. Les c'est extensions, magnifique. t'as vu, t'as récupéré Ah, vraiment ouais. vachement Très, pas mal de très- longueur. Hein, là, Ouais, quand même. c'est très très bien. Bon, la couleur aussi, ça te va bien? Oui, ça te fait, change, c'est- ressentir tes yeux. Non, ça va bien avec mes sourcils, c'est parfait. Mais écoute, c'est incroyable comme ça te change. Merci, Cette mais je suis très extension, contente. t'es contente? Combien je te dois, Jasmine 50 € s'il te Ok. plaît, Hélène. Alors. Ah mais. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Oh, tu veux régler la prochaine fois? Ben non, mais regarde, ici, si ça t'arrange, j'ai reçu ici un bon du bourgmestre, si tu veux. Et tu peux aller voir et tu auras tes sous sans problème, quoi. Donc, enfin, si ça Et t'embête ça vaut pas. quoi? 50 €, je vais Ouais. te les noter. Mais écoute, moi, le bourgmestre, je ne le connais pas. Puis, Mais écoute, allez, moi je le connais très bien. Tu C'est peux vrai. avoir Et je peux avoir confiance, y a confiance pas en de vous, problème. Oui, tu vas à l'hôtel de ville et Bon, tu écoute, seras. parce que c'est Sinon, toi. tu reviens vers moi. y a D'accord. pas de Bah, écoute, problème. comme c'est toi, je te fais confiance. Allez, Donc c'est gentil. voilà. Et dès demain, bah, écoute. Et je vois comment Et je tu m'arrange peux- avec lui. voilà. Et lui, il me paye Il va après. te payer en liquide sans problème. Direct. Bon, Ça va? si tu me le dis, je Voilà. te fais confiance. Hein, Je t'en prie. Allez, c'est gentil. Merci. Au revoir. Hein. Salut, À Germaine. Oui, entrez. Bonjour Monsieur le bourgmestre. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi. J'ai une cliente qui est venue se faire coiffer et elle m'a remis un carton de bière signé du bourgmestre. Donc je crois. Ah, vous êtes la coiffeuse de la Grand Place? Voilà. c'est Ah, bien ça. très bien, Oui, très oui, bien, oui, très oui. bien. Alors, le bourgmestre doit 50 €. Oui, c'est ma signature. Oui, effectivement, oui, je dois. Oui, je me souviens très bien. Oui, écoutez, je vais régler ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Vous permettez quelques secondes? Je reviens tout de suite, hein, je reviens tout de suite. Voilà, très bien, merci. Entrez. Ah, Monsieur le bourgmestre. bonjour Michel. Est-ce que tu n'aurais pas pour me dépanner 50 €? Parce que voilà, je suis avec une cliente ici qui m'a remis un carton de bière qui est signé de ma main. Je te le donne, voilà, Oui. le carton. Et en contrepartie, tu peux me donner un billet de 50 € et je te rembourserai dès que je peux, quoi. Mais c'est simplement pour me dépanner, quoi. Parce que je dois de l'argent à quelqu'un. Voilà, un grand merci, ça va, ok, merci. Tout à l'heure, ciao. Au revoir. Voilà. Voilà, madame la coiffeuse, le problème est réglé. Voici les 50 €. Très Voilà. bien. C'est normal, hein, évidemment. Merci Monsieur le bourgmestre. Bah oui, je pense que tout Très le monde doit gentil. rembourser sa dette et tous les citoyens doivent le faire, et en fortiori le bourgmestre. Allez, très bien. Je vous remercie. Je vais vous raccompagner. Allez, Très au bonne revoir, journée à merci, vous oui. Monsieur le Au revoir. bourgmestre. Au Allez. revoir. Combien je te dois? 50 € s'il te plaît. Hein? Bah ouais, 50 € Michel. T'as pas vu tout ce que t'as bu? 50 €. Je suis désolé. 50 € et j'ai là-dessous? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Attends. Minute. J'ai le bourgmestre qui m'a donné un carton
pour payer. Et comme ça, tu seras remboursé. Ah ouais, le carton. Voilà, pour te faire rembourser. Bon, écoute, je vois le bourgmestre dimanche, il vient à l'apéro, je verrai bien avec lui à Il ce n'y a pas moment-là. de problème. Ça va. Allez, Bonne soirée, Michel. merci. Voilà, le film a été proposé, présenté. Et donc, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui ont accepté de jouer dans ce film. Donc, j'ai eu, je pense, les meilleurs de Moucron. Voilà, j'ai eu les meilleurs de Moucron, l'aristocratie moucronoise. Alors, il y a Cédric, vous l'avez vu, qui est en Vietnam en ce moment, qui a représenté la brasserie Caso, si vous ne connaissez pas, on peut en voir après, juste après. Hélène, qui n'est pas venue, donc Hélène de la meilleure fleuriste de Moucron et les environs, donc de Hélène Fleur, rue de la Station. Il y a Gervaise, ici présente, qui est la meilleure coiffeuse de Moucron et des environs. Voilà. Et qui a très très bien joué, vous avez vu. Quelle belle performance. Et Jeff, Jean-François, qui tient le meilleur café de Moucron, mais qui, malheureusement, pour cause de femme embêtante, ne peut pas être présente. Je dis bonjour à Jeff quand même. Voilà. Alors Nicolas Barthes, lui c'est le meilleur des cousins, on va dire. Et puis, il y a Jacques Pellel aussi, vous avez vu Jacques Pellel, pour son rôle de bourgmestre. Donc c'est lui le meilleur chanteur de Moucron, qui a une seule chanson à son répertoire, c'est une parodie de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Voilà. Il n'a qu'une seule chanson. Voilà. Et je voudrais aussi remercier, bien sûr, Axel Launay. Je voudrais qu'on l'applaudisse, et je voudrais vous applaudir tous d'ailleurs. Axel Launay. Et Axel, donc, qui a filmé, arrangé, transformé, et qui a fait donc ce film, quelque part, une belle petite, un beau petit film bien fait, sur l'histoire d'un carton de bière donc, qui circule de commerçant en commerçant. Alors, sur le fond, maintenant, évidemment, j'ai fait ce film parce qu'il y a des commentaires à faire. Et en fait, le premier commentaire, c'est qu'on peut faire une monnaie à partir de n'importe quel support. Visiblement, ici, c'est un carton de bière. À partir du moment où vous avez une confiance dans le système, ici, la confiance, elle vient évidemment du bourgmestre. Et à partir du moment où vous avez une unité de valeur, et bien sur ce carton-ci, il est marqué doit 50 €, donc quelque part c'est une unité de valeur, un carton qui vaut 50 € qui a pu d'ailleurs être échangé par rapport. La monnaie qui est utilisée ici, c'est une monnaie dette. Donc c'est une monnaie qui est basée sur une promesse de remboursement. Très important. Et donc c'est une reconnaissance de dette signée par une autorité, le bourgmestre, et qui sert de bon d'achat. Voilà. Donc c'est bien dans cette idée donc justement d'argent. Troisième idée, c'est que la monnaie dette, donc finalement, on le voit bien ici, a une valeur, et elle peut être échangée contre une autre valeur, Nicolas. Parce que, bon, justement, donc on a vu que ce carton a pu être échangé contre un billet de 50 €, donc ce carton a bien une valeur, c'est bien de l'argent. Quatrième chose, donc, quelque part dans ce film-ci, il n'y a pas de création de valeur, très important. Pas de création de valeur, la monnaie a permis simplement de faire des échanges, c'est-à-dire de faire correspondre des besoins à des produits. Mais on n'a rien créé. C'est simplement, donc évidemment, il y a des satisfactions, il y a des besoins qui ont été remplis, mais il n'y a pas d'augmentation de valeur, il n'y a pas de création de valeur. Donc évidemment, on a pu payer une tournée, des bacs de bière, des fleurs, une coiffure et également une biture à 50 €. Donc voilà, mais ça n'a pas créé de valeur. Voilà. Alors, autre chose aussi, on peut dire aussi que on peut utiliser ce que j'ai vu là, le scénario, on peut l'utiliser comme vous voulez. Donc voilà, il est libre de droit. Donc si vous avez une idée de le faire dans une autre ville, dans un autre contexte, etc., vous le faites sans problème. Donc dans un but pédagogique pour en discuter, parce que je pense que c'est un bon support pour pouvoir discuter de la monnaie, l'argent, etc. Et pourquoi pas, donc s'il y a des idées de monnaie locale, bien on peut passer ce film pour amorcer une discussion sur les monnaies locales. On va d'ailleurs y revenir. Voilà, ok, donc j'ai bien terminé la deuxième partie, donc ça va. Donc il reste encore plus ou moins 20 minutes si on fait 1 heure. Voilà. On va continuer. Alors la dernière partie, je trouve que vous êtes très calme. Hein, je sais pas si c'est bien parce que ah oui, la monnaie ça calme tout de suite. Hein, l'argent c'est bon. L'argent. Alors la troisième partie, là, c'est pour expliquer un peu ce qui existe actuellement comme monnaie alternative à la monnaie dette.
il existe dans le monde entier, il existe différentes, différents projets, différentes initiatives, différentes monnaies qui fonctionnent très bien et qui sont en concurrence avec une monnaie nationale ou pas. Alors, les monnaies alternatives, d'abord en Belgique, il faut savoir, en Belgique et en France, il faut savoir qu'il y a un grand mouvement de monnaies alternatives en France et en Belgique, c'est les monnaies locales complémentaires. Les monnaies locales complémentaires existent en France depuis quelques années, et les deux monnaies locales les plus connues dans le domaine de ces monnaies locales complémentaires, c'est le SCO. Voilà, vous avez ici un exemplaire de SCO, c'est une monnaie basque. Voilà, ici donc une monnaie locale qui sert donc de paiement dans différents commerçants dans le Pays basque. Vous avez également le sol violette à Toulouse qui fonctionne très bien. Vous avez, alors en France et en Belgique, vous avez pour le moment 3 monnaies locales. Il existe 3 monnaies locales en Belgique, enfin, en tout cas en Belgique francophone. C'est l'épi-lorrain dans la Lorraine belge, le valeureux à Liège et l'europi qui commence à Mons. Ce qui est important à dire, c'est que ces monnaies complémentaires sont toujours en concurrence avec l'euro. Donc il y a toujours... C'est des monnaies qui restent fragiles parce qu'on peut toujours évidemment acheter avec de l'euro. Donc c'est des monnaies qui restent fragiles. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces monnaies locales ne s'imposent pas. Très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas de la monnaie locale, qui ne veut absolument pas utiliser la monnaie locale, eh bien, il peut vivre sans monnaie locale, sans aucun problème. Ce n'est pas comme l'euro qui... L'euro, lui, s'impose. Par contre, la monnaie locale ne s'impose pas. Donc quand vous dites à quelqu'un, oh, j'en ai marre, j'ai pas envie, ça va réduire ma liberté en termes par l'argent, etc. Pas du tout. Quelqu'un qui ne veut pas de monnaie locale, eh bien, il peut tout à fait s'en passer. Eh bien, il peut tout à fait vivre sans utiliser, même si les 3 quarts des gens finalement utilisent la monnaie locale. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais quoique. D'autres monnaies, je ne vais pas trop revenir dans les je vais pas trop détailler. Le Chiemgauer, ça c'est en Allemagne, c'est la plus grande monnaie locale complémentaire d'Europe. C'est pratiquement toute une région qui utilise le Chiemgauer. Et pourtant, le Chiemgauer a vraiment toutes les caractéristiques de la monnaie locale, entre autres la caractéristique de monnaie fondante. Donc c'est une monnaie qui perd de sa valeur si elle n'est pas échangée. Donc l'idée justement de dire quand vous avez de la monnaie locale, eh bien l'idée c'est de l'échanger, c'est pas l'épargner. Parce que c'est pas le but d'une monnaie locale. Vous avez le Bristol Point, moi j'ai quelques idées par rapport au Bristol Point. Alors là, qu'est-ce que je peux dire par rapport au Bristol Point? Là vous avez carrément le bourgmestre, le maire de... Ça marche? Voilà. Le maire de Bristol Point, il a payé, donc le maire prend son salaire en Bristol Point. Donc lui, il dit, voilà, mon salaire, c'est en monnaie locale. Bristol, c'est une ville de 400 000 habitants. Il y a 10% qui utilisent la monnaie locale. Ça veut dire 40 000 personnes quand même. Donc c'est pas rien. Et ça fonctionne très bien, très très bien. Vous avez une autre monnaie locale, on va revenir en Belgique cette fois-ci, avec une... Comme j'ai un peu le temps, j'en profite là, parce que vous êtes très calme, c'est très bien. Avec le Toreke, voilà, Toreke, qui est une monnaie qui existe à Gand, voilà, dans un quartier de Gand qui s'appelle le Rabot, quartier un peu défavorisé, où il y a beaucoup d'immigration, de Turcs et de Pakistanais. Eh bien, cette monnaie locale, elle a l'avantage de ne pas être basée sur l'euro. Donc, rien à voir avec l'euro. Elle est basée uniquement sur des prestations. Et en fait, cette monnaie locale a été créée par Bernard Liétard, qui est le pape au niveau de la monnaie. Il n'a pas la monnaie du pape, hein, c'est différent. Et qui est né ici à 4 km. Alors, il est né à Lau. Hein, et donc, il a été à la création de l'écu, qui est l'ancêtre de l'euro. Donc, c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien la monnaie. Et on lui a demandé de créer une monnaie dans un quartier défavorisé pour améliorer le quartier, quoi. Et donc, il a créé le Toreke. Et le Toreke, en fait, donc, s'échange contre des biens, donc, enfin, contre des prestations. Il faut faire des prestations. Il faut... des prestations, par exemple, je sais pas, s'occuper d'un parterre de fleurs, faire du gardiennage, des choses comme ça, enfin des choses qui peuvent servir à tout le monde, et vous recevez à ce moment des Toreke. Et en fait, c'est intéressant parce que les populations, donc justement, comment dire, turques et pakistanaises, en fait, voulaient un jardin, voulaient cultiver, parce qu'ils venaient justement de zones agricoles dans leur pays. Et on s'est dit, mais comment on peut faire pour allier éventuellement une monnaie par rapport à un jardin? Donc, eh bien, c'est très simple. On dit, voilà, avec cette monnaie, vous pouvez payer un loyer. Et le loyer est payé en Toreke. Donc, si vous voulez avoir un jardin, il faut que vous fassiez des prestations. Et avec ça, vous pouvez payer un loyer. Eh bien, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion du nombre de jardins dans le coin. Il y a eu des échanges
Ce serait incroyable entre les Flamands d'origine et les personnes qui sont arrivées par après. Ça continue. Et j'ai encore vu, donc justement en préparant cette présentation, qu'il y a carrément un et de café qui s'appelle le Toreke. Et donc ces personnes utilisent maintenant les produits de leur jardin et ils ont créé un restaurant et on peut y manger pour pas cher. Dans le quartier, ça fonctionne bien et on y mange très bien pour pas grand chose et en plus on peut payer en Toreke. Donc vous voyez ce que ça peut donner, la création d'une monnaie locale dans un quartier ou dans une ville. Alors je continue. Alors il y a une autre monnaie, la monnaie Ithaka. J'aime beaucoup cette monnaie-là, parce que c'est une monnaie qui existe aux États-Unis. Et cette monnaie, donc, n'est pas basée non plus sur l'euro, elle est basée sur le temps. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez gagner des Ithaka Hours en faisant des prestations. Et ça, je pense qu'il faudrait y réfléchir, parce qu'une monnaie qui est basée sur le temps, il n'y a pas plus égalitaire que ça. On a tous 24 heures. On peut être le plus riche du monde, on n'a pas une minute de plus que son voisin. Très bien. Et donc, une monnaie qui est basée sur le temps, pour moi, c'est certainement la monnaie la plus égalitaire. Et quand on dit « time is money », pour moi, money is time. Donc, faites attention. C'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas inverser les choses. La valeur, pour moi, c'est le temps. Ça, c'est une vraie valeur. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Quant à l'argent, l'argent a une valeur, c'est clair, mais ce n'est pas une valeur. Voilà mon coup de gueule par rapport à Ithaka. Alors il y a d'autres monnaies, il y a le crédito, le crédito ça c'est en Argentine. Alors, je vais parler de crédito parce qu'il y a une grave crise monétaire en Argentine dans les années 90. Et donc en fait, le pesos était relié au dollar et du coup les gens préféraient garder le pesos, l'épargner, l'accumuler et il n'y avait plus assez de pesos pour l'échange. Qu'ont fait les populations locales? Ils ont créé eux-mêmes leur monnaie, qu'on a appelée le crédito, et donc ils s'échangeaient ce crédito contre des biens. Donc entre eux, ils s'échangeaient des biens et des créditos. Ça a très très bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné qu'un jour l'armée est arrivée pour disperser tout le bazar. Ça arrive souvent comme ça. Mais ça veut dire aussi que lorsqu'il y a une grave crise monétaire, on peut imaginer que l'euro par exemple se casse la gueule, et bien à ce moment-là, on voit l'apparition de monnaie locale. C'est le cas d'ailleurs maintenant à Athènes, où justement on pallie au manque d'euros ou à une pauvreté par rapport en créant une monnaie locale par quartier à Athènes, quoi. Autre monnaie intéressante, c'est le palmas. Alors là, j'ai carrément un petit film, mais je ne sais pas si... écoutez, si on a le temps, c'est toujours... voilà. Et puis on reste au Brésil, on va se pencher sur une banque d'un genre tout particulier. En 1998... C'est tout. En fait, non, les palmas, simplement, donc effectivement, ça se passe au Brésil. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est carrément, ils ont créé des banques. Créé des banques en monnaie locale, enfin en palmas, quoi. Et l'idée, en fait, est venue parce que, en fait, c'était une population qui était le long du littoral, donc du côté de Fortaleza, je pense. Et ils ont été chassés par des promoteurs immobiliers, ils ont dû s'installer de l'autre côté des collines, et ils se sont installés, évidemment, comme ils pouvaient, ils ont fait des favelas. Jusqu'au jour où on a eu l'idée de dire, mais pourquoi pas créer une monnaie locale, pourquoi pas des banques, carrément, pour permettre à ces personnes-là d'avoir non seulement du microcrédit, mais en plus, microcrédit sans intérêt. Donc à partir du moment où on a fait confiance à ces personnes qui étaient pauvres et qu'on leur dit, ok, voilà, on vous donne du crédit, vous ne payez pas d'intérêt, mais vous faites en sorte d'investir ce que vous avez chez vous, eh bien on a vu effectivement qu'il y a eu directement une augmentation de la valeur. Et on explique très bien dans le petit film que je vais passer que finalement, s'ils sont pauvres, en fait, s'ils étaient pauvres, et s'ils sont peut-être encore un peu pauvres maintenant, c'est parce que justement, toute leur création, tout ce qu'ils avaient créé, partait à l'extérieur. Mais si toute cette création, toute cette valeur, tous leurs biens restaient dans le favela, ou plutôt la petite ville en développement, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de pauvres. En tout cas, les pauvres sont moins pauvres. Voilà, c'est comme ça que je veux dire. Et puis on reste au Brésil, on va se pencher sur une banque d'un genre tout particulier. En 1998, les habitants de la favela de Conjunto Palmeiras décident de créer leur propre banque, la banque Palmas. Quelques années plus tard, ils lancent leur propre monnaie, le Palmas, utilisé uniquement dans ce quartier. Alors au départ, cette initiative n'est pas du tout du goût des autorités, mais elles se rendent très vite compte que la banque Palmas permet de faire reculer la pauvreté dans ce quartier très difficile. La banque Palmas. Une banque communautaire créée par les habitants d'une favela exclue des banques traditionnelles. Depuis 12 ans, l'établissement mise sur le microcrédit
Les prêts à la consommation sont accordés après enquête de voisinage. L'originalité, c'est que l'argent est versé en palmas, une monnaie locale lancée par la banque après un constat tout simple. Nous sommes pauvres, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent. Nous sommes pauvres parce que nous perdons nos économies personnelles en faisant nos achats à l'extérieur de notre quartier. D'où l'idée d'une monnaie parallèle qui n'a de valeur marchande que dans la favela. De cette façon, ceux qui obtiennent des prêts sont incités à acheter localement. Dans ce supermarché, comme dans tous les commerces qui acceptent le palmas, on offre une ristourne à celui qui l'utilise. Le client est fidélisé. Les personnes qui utilisent le palmas viennent dans ce supermarché en sachant que nous faisons une réduction de 5%. Comme ça, c'est à nous qu'ils achètent. C'est une façon pour nous d'améliorer notre chiffre d'affaires. 240 commerçants et artisans participent déjà au système. L'économie locale se développe et grâce aux emprunts à la banque, de petites entreprises voient le jour. À l'exemple de cet atelier fonctionnant comme une coopérative. 12 couturières y produisent maintenant quelques 2000 jeans par mois. C'est mieux de travailler près de la maison. Et ici, on n'a pas de patron. Le patron, c'est chacune d'entre nous. Avec un capital de départ d'environ 800 €, la banque dispose aujourd'hui d'un portefeuille de crédit s'élevant à près de 500 000 €. Le modèle a fait des émules. Le Brésil compte maintenant 51 banques communautaires. Voilà, donc un exemple de réussite par rapport à la monnaie locale, et on le voit aussi, c'est que non seulement cette monnaie locale aide au niveau de la consommation, mais également au niveau de la production. On le voit que ça crée également des petits ateliers qui sont gérés, pratiquement autogérés, donc ça a beaucoup d'importance, quoi. Alors, avant-dernière monnaie locale que je veux présenter, c'est le Bengla Pesa. C'est assez nouveau, j'ai vu, c'est au Kenya. Alors c'est une monnaie un peu comme on l'a vu ici, hein, pas de problème, mais eux, l'avantage c'est qu'ils ont trouvé le système d'échange de SMS. Donc eux, ils achètent avec des SMS. Et en fait, quand on se rend compte, bah oui, c'est quoi acheter et vendre, c'est du plus et du moins, c'est du débit et du crédit. Et donc, à partir d'un serveur, on peut très facilement, et à partir d'un GSM, pouvoir échanger, et dire voilà, tu m'achètes autant, donc tu me donnes autant, enfin tu me donnes, j'ai plus 5, et toi comme je te vends, donc j'ai plus 5, et toi tu as acheté, donc tu as moins 5, et on peut facilement créer une monnaie locale, même sans support papier, uniquement donc, par des GSM. Voilà. Alors, dernier exemple, alors là c'est pour moi le plus bel exemple, mais ce n'est pas une monnaie locale, c'est une solution alternative. En fait, ça se passe en Suisse, et la Suisse, en fait, vous savez qu'il y a au niveau démocratique, la Suisse, donc le peuple suisse est un peuple souverain, un peu comme la Belgique aussi d'ailleurs, enfin, bref, mais il y a deux caractéristiques qu'ont les Suisses que nous n'avons pas, c'est le référendum, et c'est également l'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander au Parlement de réfléchir sur tel ou tel thème. Et en fait, des Suisses ont décidé de créer une pétition pour présenter un projet de monnaie pleine, au Parlement. Alors la monnaie pleine, c'est quoi? C'est compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est le fait de dire que lorsque par exemple une banque fait un crédit, elle doit avoir l'équivalent soit chez elle ou soit à la Banque nationale. Ce qui fait qu'on a à ce moment-là une banque qui ne peut pas faire faillite parce que si elle a emprunté comme ça ou elle a prêté des sommes très importantes, il y a toujours l'équivalent chez elle, et donc c'est une banque qui ne peut pas faire faillite. Donc ça c'est très important, même si pour moi on confond deux notions, la notion parce qu'on dit ici que la Banque nationale, en fait toutes les banques nationales ont l'exclusivité de la création monétaire, mais ici je pense qu'on confond la création de comment expliquer ça, de masse monétaire. Et bon, là je rentre dans les détails, peu importe. Laisse tomber. C'est fini, on n'en parle plus. C'est fini. Et donc voilà, donc il y a ce côté donc avec les banques, donc on a des banques beaucoup plus sûres. Évidemment on dira, mais attendez, les banques, si elles ne peuvent plus faire du crédit, elles sont peut-être plus fragiles, enfin en tout cas elles peuvent perdre des parts de marché. Soit, ça évidemment c'est un débat, mais surtout, ce qui est important, est extrêmement important, c'est que la Banque nationale peut donner de l'argent à des collectivités locales et à des citoyens. Vous avez un projet qui peut servir à la collectivité, la Banque nationale pourrait vous dire, ok, pas de problème,
vous avez l'argent. Donc pas passer évidemment par un système de prêt, la Banque nationale qui prête aux banques, les banques qui prêtent aux citoyens avec des intérêts, non, on irait directement l'argent. Pas passer par un système de subsides qui passe par des personnages politiques, etc. Et donc on reçoit un petit bout de subside 3 ans plus tard, après le début du projet. Non, vous avez directement l'argent. L'argent est donné. Et en fait, on se retrouve dans une situation comme il y a 2-3 000 ans où la finance n'était pas un problème. C'est-à-dire qu'on avait un projet, on voulait construire un château ou, je ne sais pas, un temple. Eh bien, on faisait appel à des architectes, à des entrepreneurs, et on construisait ce temple. Et après, on se disait, mais comment on va financer? Mais il n'y a pas de problème, on va le financer par la monnaie. C'est pour ça que finance, ça veut dire, c'est la même chose que finalité. Actuellement, maintenant, quand on construit une maison, il faut d'abord avoir un prêt, et puis après, on peut construire une maison. Eh bien, avant, pas du tout. On faisait le projet, et on disait, maintenant, comment on va le financer? Et ça, c'était en finalité, ça arrivait à la fin du projet. Ça a bien changé. Donc voilà, tous ces exemples. Pour le franc suisse, justement, ça montre que quand on conscientise... Alors, ce qui est important, c'est que pour passer au Parlement, pour faire justement donc, une initiative citoyenne, il faut 100 000 signatures. 100 000 signatures. Ils ont reçu 122 000 signatures, et il y a eu 110 000 pétitions qui étaient valables. 110 000. Et donc, ils pourront présenter ce projet. Ils ont eu l'accord justement sur le Parlement par rapport à ça le 1er décembre 2015. Donc c'est vraiment récent. Donc on verra ce qui va se passer par après. Mais là, on a vraiment, grâce à la Suisse, un exemple de mobilisation citoyenne qui peut éventuellement changer les choses. Si le franc suisse devient une monnaie pleine, effectivement, ça va... Enfin, je veux dire, ça pourra donner un exemple pour les autres pays, quoi. Et en même temps... c'est bien fait parce que même les autorités financières ne sont pas tout à fait contre le projet non plus. Donc là, il faudra voir le plus et le moins. Voilà, donc je pense que j'ai terminé, plus ou moins. Ce que je voulais dire maintenant, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que si vous voulez changer le monde, si nous voulons changer le monde, commençons d'abord à penser à changer la monnaie, parce que je pense que c'est le plus facile à faire. Hein. Et pour comprendre, comprendre la monnaie, pour moi, c'est comprendre notre histoire, c'est comprendre le présent, et c'est comprendre ce qui devrait être notre avenir. Merci.